Bon, tout devrait fonctionner à peu près normalement si tout se passe bien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien malgré cette période difficile que nous traversons tous en ce moment. Donc, comme vous avez pu le deviner au titre de la vidéo, et si jamais vous avez cliqué par hasard, vous pouvez le voir ici, sur le titre que j'ai indiqué sur le diaporama, nous allons donc nous intéresser à l'organisation de la société romaine. Bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais je parle de la société romaine antique, hein, pas la société romaine actuelle, même si on pourrait faire de la sociologie de la société romaine actuelle au XXIe siècle. Je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à en tirer, mais pour ma part, je m'intéresserai à la société romaine antique. Bon. Alors, dans cette société romaine, je tiens également à préciser que je vais laisser de côté toute la partie étrusque de Rome pour deux raisons principales. La première étant que c'est un sujet sur lequel je ne me suis jamais penché, que je ne maîtrise pas. Deuxièmement, c'est que les sources nous font défaut. Alors nous avons des sources étrusques qui nous sont parvenues, des inscriptions, des sources épigraphiques, mais malheureusement, à l'heure actuelle, en 2021, il nous est très difficile d'exploiter ces sources, car la barrière de la langue est toujours présente. Nous savons, les historiens ont réussi à comment dire, à déchiffrer quelques mots en fonction de la scène qui était représentée, en même temps qu'il y avait une sorte de légende, ou alors en fonction de la répétitivité du mot. Certains mots ont pu être déchiffrés, mais c'est une infime partie, et donc c'est une période très compliquée et qui est encore très riche à découvrir. Donc moi, pour ma part, je me cantonnerai, enfin, mon propos va se cantonner à la partie républicaine. Donc on est vraiment sur également la mise en place de cette société romaine. Je ne m'intéresserai pas à la période impériale. Voilà. Là, c'est vraiment, d'ailleurs, plutôt que l'organisation de la société romaine, j'aurais plutôt mettre l'origine de la société romaine, ou l'origine de l'organisation, puisqu'on va vraiment se centrer sur comment vont se former les structures familiales. Et donc, dans un premier temps, comme je l'ai marqué, nous allons commencer par un cours introductif, puisque il est important de revenir sur la fondation de Rome en elle-même avant de nous aventurer plus loin et de rentrer dans les détails de cette société romaine. Donc là, si tout se passe merveilleusement bien, vous devriez voir une seconde diapositive. Donc, je vais me concentrer sur une première partie que j'ai appelée Rome par l'archéologie. Donc pour faire simple, dans ce cours introductif, il y aura deux parties. Une première partie, comme vous l'avez ici, consacrée à l'archéologie, et une seconde partie consacrée aux rites et aux traditions. Alors ça peut être une partition étonnante parce qu'on pourrait s'attendre à l'inverse. Souvent on commence par les rites, les traditions, les légendes, avant de glisser en réalité vers l'histoire et l'archéologie. Bon, tout simplement, j'ai préféré faire l'inverse parce que bon, l'archéologie nous révèle des choses, certes, mais bon, ici c'est pas un cours d'archéologie, donc je vais passer assez succinctement sur l'archéologie et m'attarder plus longtemps, pardon, sur les rites et les traditions, parce que ces rites et traditions, concernant même la fondation de Rome, ont pu influencer d'une manière ou d'une autre la formation de la société et l'organisation de cette société romaine.
Donc la région sur laquelle vont s'exercer les nombreuses fouilles archéologiques, c'est une région qui s'étend de l'Étrurie, hein, qui va jusqu'au Latium. Donc cette région-là n'était occupée que par des petites communautés de villageois vivant au rythme des transhumances. Donc pour un rappel, la transhumance, c'est tout simplement euh, le voyage des bêtes et des bergers, hein, qui suivent en réalité le cheminement du troupeau, et donc ils vont d'un point A à un point B, d'un point B à un point C. Chaque année, c'est un mouvement cyclique en réalité, et donc qui permet d'aller à tel endroit en fonction des saisons. C'est ça qu'on appelle la transhumance, qui existe encore aujourd'hui dans les régions montagneuses. Alors pourquoi est-ce que on fait l'hypothèse de ces petits groupes de villageois, cette communauté villageoise vivant au rythme de transhumance? Bien simplement parce qu'on n'a aucune trace de maisons en dur, hein. On a retrouvé uniquement des groupes de tombes, des sépultures, qui devaient résister au fil du temps. On évalue l'importance démographique à très peu de personnes, hein. Ce ne sont pas des grosses communautés, nous n'avons pas ce qu'on pourrait encore appeler des villes, hein, bien loin de là. Les sépultures de l'époque étaient principalement de l'incinération, pour en revenir à ce point des sépultures. Donc ce ne sont jamais des communautés villageoises très importantes, hein, pas même des villages, hein. Donc cette péninsule italienne est donc peuplée de plein de peuples, de peuplades même différentes. Alors on peut en nommer les plus connus, hein. Il y avait les Étrusques en Étrurie, les Latins dans la région de Rome. On trouve également les Sabins, hein, que l'on retrouvera plus tard dans les rites et les traditions, puisque les Sabins ont eu un rôle important, enfin du moins dans la tradition romaine. Pour les Romains, le Tibre est une frontière naturelle. On peut faire une parabole en disant que pendant très longtemps, pour la France, ça a été le Rhin, hein. Voilà, les frontières naturelles du royaume, hein, le quasi précaré voulu par le XIV, bon, avec les Pyrénées en dessous, les Pyrénées au sud, les Alpes au sud-est, et puis ce qui protégeait que la frontière allemande, c'était donc le Rhin. On considérait donc que la France était un pays parfait, puisque encadré de barrières naturelles. Bon, les Allemands nous ont prouvé pendant la guerre de 70 que le Rhin n'était pas une frontière naturelle et qu'on pouvait le franchir. Donc pour les Romains, le Tibre est donc une frontière, euh, et la rive droite était appelée la rive étrusque, hein. Donc le Tibre, pardon, était partagé en deux parties. Une partie latine, si vous voulez, ou romaine, et une partie étrusque. Il y avait une variante dans la langue, hein, même si l'ensemble des peuples de la péninsule arrivent à se comprendre, hein, dans la globalité. En revanche, il y a une distinction, hein, c'est les Étrusques. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, hein, avec cette langue étrusque, hein, qui pose des problèmes aux historiens antiquisants. Cette langue étrusque est une langue très différente, qui n'a rien à voir avec les autres langues italiques. On peine à pouvoir la rapprocher même des deux grandes familles de langues, hein. Donc les langues indo-européennes, d'où sont issus le latin, le grec, et les autres groupes de langues. Euh, Là, j'ai perdu le nom, ça va peut-être me revenir.
sémitiques. Voilà, ça y est. Les langues indo-européennes, les langues sémitiques, hein, donc tout ce qui peut concerner l'acadien, etc. Pas mal de choses au Proche-Orient durant les premiers siècles. Mais l'étrusque, pour le rattacher, que ce soit aux langues indo-européennes et aux langues sémitiques, eh bien la question se pose et établir des ponts entre l'étrusque et ces deux familles-là se révèle très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, la présence indo-européenne dans la langue paraît très faible, puisqu'il y a vraiment très peu de ressemblances avec le latin qui prédomine, et puis même les autres langues de la péninsule italienne. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler ça, on peut parler d'isolat linguistique. Hein. Un autre exemple d'isolat linguistique, hein, chez nous, hein, c'est le basque. Hein. Le basque est un isolat linguistique, c'est-à-dire que le basque, c'est la même chose. Quand on veut faire l'origine du basque, eh ben, c'est un point noir. On n'en sait rien, on ne sait pas d'où vient le basque. On comprend le fonctionnement de la langue, ce qu'on n'arrive pas à faire avec l'étrusque déjà. Il y a un début avec le basque. On comprend comment fonctionne le basque, la grammaire. Mais, et puis il est enseigné le basque également, hein, on enseigne le basque. Donc c'est quelque chose qu'on peut maîtriser, contrairement à l'étrusque. Il n'y en a qu'un seul qui savait maîtriser l'étrusque. J'ai oublié son nom. Je ne sais plus quel empereur. J'allais dire Trajan, mais c'est pas Trajan. Il y a un empereur romain qui maîtrisait l'étrusque et qui avait notamment qui avait appris l'étrusque et qui avait rédigé un ouvrage majeur justement sur l'histoire de ces Étrusques à son époque romaine. Donc c'était quelque chose de très important. Malheureusement, on n'a aucune source de base linguistique qui nous sont restées. Hein. Cet empereur-là a écrit ce livre-là pour son plaisir personnel, et puis peut-être également pour prouver sa culture. Mais c'est à noter que c'était quand même le seul, du moins de ce que l'on connaît, hein, parce qu'il faut garder une distance critique, avec le temps qui nous sépare de l'Antiquité, mais évidemment toutes les sources ne nous sont pas parvenues. Hein. Donc bien évidemment, peut-être qu'il y avait plusieurs empereurs hein, qui avaient appris l'étrusque. Mais en tout cas, cet empereur-là, on est sûr qu'il a appris l'étrusque parce qu'il y a des documents écrits qui nous sont parvenus, hein, qui nous prouvent qu'il y avait une maîtrise de l'étrusque, et même une assez bonne maîtrise. Et donc, c'est grâce à lui que les hypothèses de traduction épigraphiques hein, ont été faites, hein, puisque lui a traduit justement des anciennes inscriptions étrusques. Mais malheureusement, il n'a pas laissé, et ses contemporains non plus, n'ont pas laissé de table grammaticale ou de liste de vocabulaire, enfin quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre rien que le système de la langue, parce qu'on ne comprend pas le système de la langue, comment il marche. Hein, est-ce qu'il y a des pronoms, comment les verbes sont conjugués, quels sont les temps, on n'en sait rien. Hein, il n'y a aucun texte, aucune inscription qui nous est parvenue sur ce fonctionnement de la langue. Bon. Je referme la parenthèse sur sur le fait que l'étrusque soit un isolat linguistique. Donc les Étrusques sont les cofondateurs de Rome. Hein. Donc le mode de vie qu'ont adapté les Étrusques et les Latins, donc ces populations qui vivent au rythme des transhumances, hein, dans les montagnes. Ce mode de vie se prolonge hein, dans le monde germanique. Hein, on retrouvera plus tard les Germains qui vivent également en petites communautés. Alors pour revenir sur
sur les sites funéraires, hein, près de Gabi, on a trouvé 2 groupes de tombes qui dateraient du Xe et du IXe siècle, avant Jésus-Christ, évidemment, qui sont rassemblés autour d'un ancêtre qui serait le fondateur de la famille. Donc les tombes vont de l'ancêtre au milieu jusqu'aux descendants dans les alentours. Donc c'est le seul vestige qu'on a retrouvé parce que les tombes sont très importantes, la sépulture est très importante. Et bon, si on faisait de la sociologie romaine, on pourrait retrouver ces choses-là, que les morts, l'entretien des morts est très important. Sous la République romaine également, c'est très important. On ne fait pas n'importe quoi avec les morts et avec la sépulture, avec ses ancêtres. C'est quelque chose de très important. Pensez à l'historien John Child, Scheid, spécialiste de l'histoire romaine et notamment de la religion. Et je pense que vous pourrez y trouver des choses qui traitent de ce sujet. À mon avis, je pense qu'il a traité ce sujet-là, puisque bien évidemment la religion, forcément, est en relation avec la sépulture et avec la mort en elle-même. Bien évidemment, après, à partir de Constantin, donc autour du IVe siècle, après la conversion de l'Empire romain, bien évidemment, la société va changer, la sociologie va changer, puisqu'avec l'arrivée du christianisme, eh bien, toutes ces méthodes vont changer. La mort va prendre un nouveau visage, si je puis dire, avec l'idée plus tard qui se mettra en place, l'idée de salut, et donc de faire attention pour assurer son salut, pour avoir une bonne mort, une mort chrétienne. Et donc il y a cette disposition chez les Étrusques qu'on a retrouvée, donc avec l'ancêtre qui est enterré au milieu, et autour, sous forme de cercle, eh bien ce sont les descendants. Donc les plus proches, ce sont les fils, les petits-fils, les petits-fils, etc. Donc ce sont l'ancêtre des caveaux en réalité. Mais les sites qui ont été retrouvés, les tombes sont retrouvées, sont très grandes. Ce n'est pas de petits sites. Donc ce qui nous fait penser également que c'était les tombes, alors on ne sait pas si une aristocratie ou une noblesse, en tout cas des personnes importantes qui avaient sans doute les moyens de pouvoir se faire enterrer de cette manière-là, et qui avaient la possibilité d'avoir une sorte d'emplacement réservé avec un ancêtre commun, et cet ancêtre, s'il y avait tout tant de monde autour de cet ancêtre, c'est forcément, enfin, on suppose, les historiens supposent que c'était forcément quelqu'un d'important, de significatif. Alors pour ce qui est du site naturel de Rome, on peut noter qu'il y avait des marécages côtiers entre le Capitole et le Palatin. Rome est la ville d'une infinité de collines, la ville aux 7 collines. Le Forum est une zone humide à la base. Après, il y aura un assèchement du Forum par la Cloaca Maxima. Donc ça, on est sous les Étrusques. Alors je crois que c'est Tarquin le Superbe qui va faire la Cloaca Maxima pour assécher le Forum, qui deviendra plus tard la place névralgique de Rome, la place commerciale. Donc à Rome, les traces d'occupation remontent au XIIIe et XIVe siècle avant Jésus-Christ. Donc cela est dû au point de franchissement du Tibre. Donc le Tibre, c'est un fleuve qui a un débit irrégulier. Il y a beaucoup d'eau au printemps
Il baisse en été et en automne, on peut presque le traverser à pied. C'est encore le cas hein, si vous allez en Italie aujourd'hui. Et donc, c'est cet avantage du Tibre, hein, en réalité, qui fait cet emplacement de Rome. Je vous disais, c'est le point de franchissement du Tibre. Hein. Rome est le point de franchissement, point de passage, si vous voulez. Parce que pour optimiser la traversée de l'Italie, hein, vous savez, dans le contexte de l'époque, hein, vous allez soit à pied, soit à cheval. Si vous êtes riche, vous avez un cheval, ou une chariote, ou une carriole, bref, une charrette. Pour optimiser la traversée de l'Italie, on passe par Rome pour franchir le Tibre. Alors bien évidemment, si il est à sec, on peut traverser à pied. Évidemment, il va y avoir des ponts. Hein, plus tard, sous la Rome républicaine, il va y avoir de nombreux ponts, hein, beaucoup de ponts qui vont relier la rive gauche à la rive droite du Tibre. Énormément de ponts. Et c'est ce qui va faire également que Rome va pouvoir devenir très vite une cité attractive, une cité importante, et une cité qui va avoir conscience de cette importance-là, et qui va en jouer également. Et Rome est également le port le plus proche de tout le Latium. Donc, on débarque les marchandises à Rome, on remonte le Tibre, et après, on peut repartir sur le nord de l'Italie. Donc, cette ville, cet emplacement de ville, elle représente un intérêt commercial crucial. Pour l'ensemble de la péninsule italienne, elle est un atout commercial, mais elle est avant tout, c'est avant tout un atout personnel pour la ville elle-même. C'est ce qui fait sa réputation et son intérêt au début, à ses débuts. Hein. Des traces d'habitation, on les retrouve, donc, comme je l'ai dit, au Forum et au Palatin. Hein, on retrouve des fonds de cabanes, qui signifient donc la présence de petites communautés. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, avec ces populations qui vivent au rythme des transhumances. Hein. On a retrouvé des traces de poteaux en bois. Pas les poteaux eux-mêmes, mais des trous hein, qui nous indiquaient qu'il y avait des poteaux qui étaient placés. Et donc, cela nous prouve en fait que c'est des maisons démontables, des kits Ikea, si vous voulez, hein, qui démontaient les maisons pour les emmener à d'autres endroits. Et progressivement, des gens s'installent au sommet des collines afin d'éviter les inondations, parce que je vous ai dit, le Tibre a un débit irrégulier, donc c'est bien en automne, mais sauf que le printemps, comme l'eau elle monte, eh bien très vite, les inondations peuvent arriver pour ceux qui se retrouvent dans les plaines. Donc des habitations vont se développer au sommet de ces collines. Hein. On était bien loin de la ville romaine encore, bien loin des villages. Donc les traditions romaines ont bien gardé les souvenirs d'une habitation de Rome avant Romulus. Et donc sur ces habitations de personnes, il y a une légende, c'est la légende d'Hercule Bouvier, hein, qui s'est fait voler ses bêtes par un dénommé Cacus, C-A-C-U-S, qui signifie en latin mauvais. Hein. Les décences mauvaises à Cacus. Donc il aurait retrouvé ce Cacus, il aurait récupéré ses bœufs et puis il lui aurait réglé son compte. Hein. Et puis depuis ce temps-là, les bergers pouvaient s'installer et venir tranquillement. Hein. Donc ça, c'est cette histoire donc d'Hercule Bouvier et de Cacus qu'on retrouve dans le mythe, dans la légende de Romulus et Rémus. Alors on retrouve une autre légende hein, qui raconte qu'un groupe de Grecs serait venu s'installer sur le Palatin. Donc ce groupe de Grecs, c'est évidemment Énée. Hein. Ça, on le retrouvera dans le rite et tradition, hein, la version troyenne de Rome. Et avec Romulus, c'est également sur le Palatin qu'habite le berger, Faustulus.
mènera à secourir les deux jumeaux de la Louve. Donc, dans ces trois différentes versions de la fondation de Rome, un point commun sur lequel, du coup, on peut s'accorder, enfin les historiens s'accordent, hein, puisqu'il y a trois discours, même si le fond du discours n'est pas le même. Hein. Bien d'accord, d'un côté vous avez les Grecs, vous avez le mythe du berger Cacus, et Faustulus le berger. Donc trois différentes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des habitations sur les collines, et en tout cas sur le Palatin. Au 9e et 18e siècle, avant Jésus-Christ, hein, les tombes apparaissent plus nombreuses, ce qui est sans doute dû à un accroissement dû au développement de l'agriculture. Hein. Et on va assister à la formation de premières villes étrusques, donc à des regroupements de familles étrusques à Veii, VE2I, qui donneront lieu plus tard à des villes. Alors voilà, alors une présentation très générale, hein, pour ceux pour qui la passion et l'archéologie des premiers temps de Rome vont s'arracher les cheveux. Mais bon, mon but est de pouvoir diffuser le plus largement possible un savoir qui reste un savoir universitaire. Et puis parce que le sujet n'est pas l'archéologie, surtout, comme je l'ai dit. Donc j'en ai fini pour cette première partie donc, qui concernait Rome par l'archéologie. Donc on a pu voir ces différentes preuves que nous apportait l'archéologie, et notamment donc les preuves qu'il y avait bien des habitations, et notamment sur le mont Palatin. Donc, afin de ne pas trop surcharger ce cours introductif, je vais couper cette première partie ici, hein, pour laisser la prochaine fois donc cette seconde partie, hein, Rome par les rites et les traditions. Donc là, on aura une partie un peu plus conséquente, hein, je pense que ça nous prendra bien 40 minutes à mon avis. C'est pour ça que je ne peux pas vous faire 1h15 parce que c'est gros. Hein, donc, je finis cette première partie ici, je vous laisse digérer tout ça, hein, et on se retrouve pour le prochain cours, la seconde partie de ce cours introductif, donc, où on se penchera notamment sur Romulus et Rémus et sur l'histoire d'Énée et compagnie. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Je ferme tout ça. Et donc, je vous dis à très vite.